Bonsoir à toutes et tous, bienvenue à ce conseil municipal de Tizy-les-Bourgs de la séance du vendredi 22 novembre. Je vais donc faire l'appel des membres. Monsieur André Fillon. Présent. Monsieur Éric Marchand. Présent. Qui aura le pouvoir de Frédéric Desmurger. Donc Monsieur Desmurger, Frédéric absent, excusez, pouvoir Éric Marchand. Anaïs Dehoule. Présente. Madame Bayron Isabelle. Présente. Madame Rimbaud Anne. Présente. Pouvoir de Mohamed Adjab. Monsieur Michelot, Jean-Michel. Madame Bernard Nathalie. Présente. Monsieur Adjab, donc excusez, pouvoir Anne Rimbaud. Mercier Ophélie. Présent. Monsieur Dino Joël. Présent. Madame Régis. Présente. Pouvoir de Malik Matal. Voilà. Monsieur Gueffier, Franck. Madame Aubertin. Présent. Madame Gauchon. Présent. Monsieur Moreau, donc absent, excusé, sans pouvoir. Monsieur Matal, donc excusé, pouvoir à Marie-Noël Régis. Madame Buisson. Présente. Madame Alonso. Présente. Madame Plichon. Présente. Monsieur Garavel. Présent. Merci. « 18. Donc le quorum est atteint, nous allons pouvoir démarrer. Vous pouvez émarger, merci. Donc je vais désigner un secrétaire de séance, à moins que quelqu'un veuille bien se proposer. Merci. Donc ça sera Monsieur Dino. On le rajoutera sur la feuille. Et nous allons pouvoir passer au premier point. Donc approbation du procès-verbal de la séance du vendredi 20 septembre 2024. Alors quelques rappels par rapport à cette administration générale. Donc l'approbation du procès-verbal de la séance précédente lors d'un conseil municipal suit des règles précises. Rédaction et contenu. Le procès-verbal doit être rédigé par un secrétaire de séance, qu'on vient de faire, désigné parmi les membres du conseil municipal. Il doit inclure des informations telles que la date et l'heure de la séance, les membres présents, le quorum, les délibérations, les votes et les décisions prises. Au début de chaque séance, le conseil municipal doit approuver le procès-verbal de la séance précédente. Cette approbation se fait généralement par un vote des conseillers municipaux présents. Les élus présents peuvent formuler des remarques ou des corrections sur le contenu du procès-verbal avant son approbation. Une fois approuvé, le procès-verbal doit être signé par le président de séance et le secrétaire, ce que nous ferons à la fin. Contrairement au compte-rendu de séance, le procès-verbal n'a pas besoin d'être affiché publiquement, mais il doit être conservé comme document d'archive. Ces étapes assurent la transparence et la fidélité des délibérations du conseil municipal. Donc le conseil municipal, vu le rapport présenté et la proposition de PV de la séance du 20 septembre 2024, donc voilà, s'il n'y a pas de remarques, on va pouvoir voter sur le dernier. Aucune remarque. Donc je vous propose d'adopter le procès-verbal en l'état. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Le rapport est adopté à l'unanimité. Point numéro 2, Monsieur Fillon. Admission en non-valeur. Dans le cadre de l'appurement périodique entre l'ordonnateur et le comptable public, le trésorier payeur de Tarare nous a fait part d'une décision de la commission de surendettement effaçant la dette de l'un des contribuables au regard de certaines créances auprès de la collectivité. Il est précisé qu'en vertu des dispositions réglementaires, le recouvrement des créances relève de la compétence du comptable public. Il doit procéder aux diligences nécessaires à cette fin. Lorsque les procédures engagées n'ont pu aboutir au paiement de ces créances, celles-ci sont déclarées irrécouvrables et font l'objet d'une écriture en perte comptabilisée à l'article 6541 créances admises en non-valeur ou à l'article 6542 créances éteintes
à l'appui de la décision du Conseil municipal. Proposition de délibération. Le Conseil municipal, vu le rapport présenté et notamment la décision de la commission de surendettement, effaçant la dette de l'un des contribuables au regard de certaines créances auprès de la collectivité. Alors il s'agit d'un enlèvement de véhicules en fourrière pour un montant de 182,27 €. Que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2024 de l'article 6542 vu du motif irrécouvrable de la créance, jugement de clôture pour insuffisance d'actifs. D'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer toutes les pièces en se rapportant à ce dossier. Merci, c'est très clair. À moins qu'il y ait des questions. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 3. Madame Doul. Alors, il s'agit des aides à l'habitat. La convention ANA relative à l'amélioration de l'habitat dans le cadre du projet Centre-Bourg fixe notamment les modalités de la participation communale pour les travaux de ravalement de façade et de rénovation énergétique. Le conseil municipal est régulièrement invité à délibérer afin d'approuver les dossiers de demande de subvention instruits par les services de l'accord pour l'attribution des aides de la commune de Thizy-les-Bourgs. Donc, pour ce présent conseil municipal, on a un dossier dans la rubrique énergie. L'aide de la commune va s'élever à 2133 €. On a aussi un dossier dans la rubrique autonomie. La commune va verser 256,50 € aux demandeurs. Et dans la rubrique ravalement de façade, nous avons deux dossiers pour 3 740 € d'un côté et 3 123,48 € de l'autre côté. Voilà. Merci. Des commentaires? Personne veut rajouter quelque chose? On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. Point numéro 4, Anaïs. Alors là, il s'agit des conventions d'opération de revitalisation du territoire, ce qu'on appelle les ORT, et d'un avenant numéro 3 à cette convention. Donc l'accord a signé en date du 18 juillet 2019 la convention d'opération de revitalisation du territoire aux côtés de l'État, de l'Agence nationale de l'habitat, de la Caisse des dépôts et consignations, ainsi que des communes de Cours, de Tarare et de Thizy-les-Bourgs pour une durée de 5 ans. Le 19 décembre 2019, un avenant numéro 1 à la convention d'ORT a été signé afin d'intégrer la commune d'Amplepuis. Fin 2020, l'accord et les communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs ont été retenus au programme national de revitalisation Petite Ville de demain. La convention d'adhésion a été signée le 27 avril 2021, puis la convention cadre le 3 janvier 2023. La convention ORT est dite chapeau, permettant d'offrir une vision globale des projets tout en conservant l'indépendance des programmes de revitalisation de chaque commune, notamment PVD et Action Cœur de Ville. Un avenant numéro 2 à l'ORT a été signé le 1er février 2023 afin de porter à la connaissance des signataires que les communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs et l'accord bénéficient du programme PVD ainsi que pour actualiser le projet de territoire de l'accord. À ce jour, la première phase de PVD portant sur l'ingénierie étant en cours d'achèvement, il est nécessaire que les communes d'Amplepuis, Cours et Thizy-les-Bourgs actualisent leur programme d'action et par conséquent leur secteur d'intervention et de périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité. De plus, l'ORT d'une durée de validité de 5 ans a expiré le 17 juillet 2024, nécessitant qu'elle soit renouvelée. En ce sens, une prolongation de 5 ans a bien été validée par l'État. C'est pourquoi la signature d'un avenant numéro 3 est envisagée, dont le contenu a été validé au comité de pilotage groupé Revitalisation, Action Cœur de Ville, PVD, ORT, du 9 octobre 2024. Merci. Donc quelques informations complémentaires concernant ces réunions de travail qui nous ont permis de délimiter un nouveau périmètre. Et puis en ce qui concerne les commerces, de pouvoir les sauvegarder sur certaines cellules. Donc mise à jour du secteur d'intervention et ajout de périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat à proximité de Bourg de Thizy. Le secteur d'intervention inscrit en 2019 est très large.
Afin de bien marquer les enjeux de concentration des politiques publiques et limiter les menaces des périphéries, il est proposé qu'il soit resserré en supprimant les quartiers pavillonnaires et les parcelles d'activités économiques et industrielles, en tendant le plus possible vers le périmètre de revitalisation de l'EPH-RU. De plus, le travail de recensement des cellules commerciales en activité, réalisé dans le but d'inscrire des linéaires de protection des commerces dans le PLU, a identifié des cellules sur le bas de Bouc de Tizy, nécessitant d'ajouter des périmètres de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité, afin de préfigurer la délibération d'instauration du droit de préemption commerciale qui est proposé pour 2025. Du coup, comme vous le comprenez, on aura des cellules qui ne pourront rester que du commerce et qui ne pourront pas changer de destination et devenir des appartements, par exemple. En ce qui concerne le quartier du Ronzy, donc ajout là dans l'ORT d'un secteur d'intervention. Le quartier du Ronzy est situé au nord de Tizy-les-Bourgs sur la route départementale D308 menant à Cours. Avec 8000 passages par jour, cette route est très fréquentée et permet de relier deux bassins de vie. Ce quartier abrite également une usine Malherba, ce qui en fait un lieu de destination. Ce secteur est donc stratégique de par son rôle d'entrée de Ville-Nord et le fait qu'il soit très visible par la fréquentation automobile. Concernant l'habitat, il est constitué d'un tissu urbain de bourg sur rue, d'immeubles anciens accolés. Bien que certaines rénovations qualitatives aient été réalisées, bon nombre d'immeubles sont actuellement vacants et dégradés. Ainsi, afin d'améliorer l'image de la commune, il y a des enjeux forts de requalification de l'espace public, d'apaisement de la route départementale et de rénovation de l'habitat. Voilà, ce secteur d'ORT est proposé pour le quartier du Ronzy. En ce qui concerne les autres communes, Mardeur, La Chapelle de Mardeur et Marnant ajoutent le secteur d'intervention, donc de périmètre, là aussi, de sauvegarde du commerce et de l'artisanat. En ce qui concerne Marnant, donc l'activité commerçante, un café associatif est implanté en plein centre. Le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité circonscrit la cellule commerciale actuellement en activité. La seule et la dernière. Pour Mardeur, concernant le commerce, une cellule à côté de la mairie annexe est en activité. Il s'agit d'un commerce multiservice, boulangerie, pâtisserie, tabac, relais poste, restaurant, essentiel à la vie du bourg. Le périmètre de sauvegarde donc, de ce commerce et de l'artisanat de proximité circonscrit la cellule commerciale actuellement en activité. Et enfin, pour la Chapelle de Mardeur, concernant donc le lien social et l'activité commerçante, un café associatif est implanté en plein centre. Donc là aussi, le périmètre de sauvegarde de commerce et de l'artisanat de proximité circonscrit la cellule commerciale actuellement en activité. Voilà, tout ça a nécessité pas mal de réunions entre nous et avec les services compétents pour arriver à ce rapport que nous allons donc voter. Donc, je vous propose d'approuver la signature de l'avenant numéro 3 à la Convention d'opération de revitalisation du territoire annexée à la présente délibération et d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. Y a-t-il des commentaires ou des questions? Rien du tout. Merci. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Alors, point numéro 5, il me semble, Madame Rimbaud. C'est un point qui concerne les ressources humaines avec la création de 4 emplois permanents. Alors, quand on parle de création d'emplois permanents, il s'agit juridiquement uniquement d'emplois budgétaires qui permettent ensuite à l'autorité territoriale de procéder aux nominations sur les postes correspondants. Il peut s'agir soit d'emplois créés en prévision d'une nouvelle embauche, soit d'emplois créés pour permettre l'avancement de grade ou de promotion. Dans ce dernier cas, l'emploi antérieurement occupé par l'agent promu ou bénéficiant d'un avancement devient vacant et peut être, sur décision du conseil municipal, supprimé du tableau dans une opération de toilettage. Concrètement, il s'agit de 4 emplois, dont 2 emplois, l'un à l'école Le Coquillage, l'autre au service technique, qui ont été recrutés suite au départ en retraite de 2 agents qui occupaient les mêmes fonctions. Aucune délibération existante
concernant la création de ces emplois n'avait été prise avant la création de la commune nouvelle, c'est-à-dire que ces emplois existaient, mais qu'ils n'étaient pas au tableau des emplois de la commune, étant donné qu'ils étaient là avant la commune nouvelle. Donc si on veut recruter, on est obligé de les créer, mais c'est une opération blanche, un emploi budgétaire, comme si dans un budget on changeait des choses de ligne, quoi. Donc il y a un emploi d'adjoint administratif à temps complet, la personne qui est à l'accueil en Éric Tizy, qui est en contrat depuis le mois de novembre 2023. Il faut créer l'emploi permanent avant de pérenniser le poste. Et il y a un autre emploi d'agent principal, deuxième classe à temps complet, pour une personne qui est agent titulaire et qui est lauréate du concours d'adjoint administratif. La création de l'emploi est nécessaire afin de lui permettre d'avancer de grade. Vu le conseil municipal, vu le rapport présenté, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la fonction publique, considérant qu'en raison des nécessités de service et la mise à jour du tableau des effectifs, il y a lieu de créer 4 emplois permanents, le conseil municipal devrait proposer de décider d'autoriser la création au tableau des effectifs des 4 emplois permanents à temps complet suivants, 2 emplois d'adjoint technique, 1 emploi d'adjoint administratif, 1 emploi d'adjoint administratif principal de 2e classe. Et le conseil municipal décide que les crédits nécessaires à ces dépenses seront inscrits au budget, chapitre 012. Merci. Des questions? Donc on félicite Madame Foria Le Petit Galant pour la réussite à son concours. Donc voilà, elle a passé un oral et il y avait des écrits. On va pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Merci. Point numéro 6, Anne Rimbaud. Point numéro 6, c'est la création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un accroissement temporaire d'activité. Le service des ressources humaines veille à anticiper les besoins en personnel pour la continuité du service. Dans ce cadre, il propose de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité. Dans les conditions prévues à l'article 332-23 du Code général de la fonction publique, à savoir un contrat d'une durée maximale de 12 mois, renouvellement compris, durant une même période de 18 mois consécutifs. Il s'agirait en l'occurrence d'un emploi d'adjoint technique à temps non complet, affecté au sein de l'école élémentaire Le Château pour le ménage et le périscolaire. En l'absence de profil disponible, ce poste était jusqu'à présent externalisé auprès de l'association La Passerelle depuis 2020. Cette association a pour objectif la réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, un de leurs agents semble correspondre au profil recherché. Aussi, un recrutement en CDD est envisagé à compter du 1er décembre 2024. Donc c'est une personne qui pourra faire le ménage à l'école du château d'une manière pérenne, au lieu qu'il y ait des personnes qui viennent de manière sporadique. Voilà. Le conseil municipal, vu le rapport présenté, vu le code général de la fonction publique et notamment l'article L 332-23, considérant qu'en raison des nécessités de service au sein de l'école élémentaire Le Château, il y a lieu de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité dans les conditions prévues à l'article 332-23 du Code général de la fonction publique, à savoir un contrat d'une durée maximale de 12 mois, renouvellement compris pendant une même période de 18 mois consécutifs, décide d'autoriser la création d'un emploi non permanent d'adjoint technique à temps complet, 13 heures, et que les crédits nécessaires aux dépenses correspondantes seront inscrits au budget chapitre 012. Merci. Pas de commentaires. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est voté. Point numéro 7, Anne Rimbaud, si elle a repris sa respiration. Le point numéro 7 concerne le policier municipal. On n'en a qu'un, malheureusement. Sans nommer, on sait qu'il s'agit d'une délibération instaurant l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement.
Alors c'est une indemnité qui change un petit peu de nom et qui change assez peu la nature et la rémunération du policier municipal. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de la reconnaissance de l'engagement de nos policiers municipaux, il a été créé au niveau national un nouveau régime indemnitaire permettant de les aligner sur l'actuel RIFSEP, c'est-à-dire le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, comme pour les autres agents. Ce nouveau régime vise donc à mieux valoriser les missions et les responsabilités assumées par les policiers municipaux, tout en renforçant l'attractivité du métier et des collectivités concernées. Les policiers municipaux jouent un rôle essentiel dans la sécurité et la tranquillité publique. Il est primordial de reconnaître leur dévouement et leur professionnalisme. Pour cela, un régime indemnitaire compétitif tel que le RIFSEP sera un levier important pour attirer et fidéliser les agents qualifiés. Par ailleurs, ce nouveau régime permettra de mieux aligner les indemnités avec les responsabilités et les performances des agents, favorisant ainsi une plus grande motivation et un sentiment d'équité. Il vous sera donc proposé de délibérer et de voter en faveur de l'application de ce nouveau régime indemnitaire, aligné sur le RIFSEP, tel que détaillé dans le projet de délibération qui suit. Voici la proposition de délibération. Vu le conseil municipal, vu le rapport présenté, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code général de la fonction publique et notamment l'article afférent, vu le décret relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et des fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes champêtres, vu l'avis du comité social territorial en date du 12 novembre 2024, considérant qu'en l'application de l'article L 714-13 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la police municipale et les fonctionnaires relevant du cadre d'emploi des gardes de champêtres bénéficient d'un régime indemnitaire spécifique qui ne relève pas du régime indemnitaire général dénommé RIFSEP. Considérant qu'un nouveau régime indemnitaire des fonctionnaires relevant des cadres d'emploi de la filière police municipale a été institué par décret prenant la dénomination ISFE, considérant que l'ISFE remplace le précédent régime indemnitaire composé de l'indemnité d'administration et de technicité et de l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, considérant qu'il appartient au conseil municipal d'instaurer l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement et de définir le cadre général et le contenu de ce régime indemnitaire pour les cadres d'emploi concernés, le conseil municipal donc décide, article 1er, l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement est instaurée à compter du 1er janvier 2025 au bénéfice des agents relevant du cadre d'emploi des agents de police municipale de Thizy-les-Bourgs. Article 2, l'ISFE est constitué d'une part fixe et d'une part variable, déterminée dans les conditions suivantes. La part fixe est calculée en appliquant au montant du traitement soumis à retenue pour pension à taux individuel. La part variable est fixée dans la limite de montants réglementaires. Il est donc fixé les taux et montants comme suit. Une part fixe à 25% et une part variable à hauteur de 500 € dans la limite de ce 26 et une part variable au maximum de 500 €. Cette part tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir appréciée selon des critères définis par l'organe délibérant, c'est-à-dire du maire, le résultat professionnel obtenu par l'agent et la réalisation des objectifs, les compétences professionnelles et techniques, les qualités relationnelles, la capacité d'encadrement ou d'expertise. Encadrement, il est tout seul, ça va être compliqué, ou le cas échéant, exercer des fonctions d'un niveau supérieur. L'ISFE est cumulable avec les indemnités horaires pour travaux supplémentaires attribués dans les conditions fixées par le décret du 14 janvier 2002, les primes et indemnités compensant le travail de nuit, le dimanche, les jours fériés, ainsi que les astreintes et le dépassement régulier du cycle de travail tel que défini par le décret du 12 juillet 2001. On a effectivement besoin souvent du policier municipal les dimanches et jours fériés. Article 3. La part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera versée
mensuellement. La part variable de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement sera versée mensuellement dans la limite de 50% du plafond défini à l'article 2. Elle sera complétée d'un versement annuel sans que la somme des versements dépasse ce même plafond. En cas de congé maladie ordinaire, la part fixe de l'indemnité spéciale de fonction et d'engagement suivra le sort du traitement. Durant les congés annuels et les congés pour paternité et accident du travail et maladie professionnelle, ainsi qu'en cas de temps partiel thérapeutique, elle suivra le sort du traitement. En cas de congé de longue durée, de congé de grave maladie, le versement de la part fixe sera maintenu à raison de 33% la première année et 60% les 2 années suivantes. En cas de congé de longue durée, le versement de la part fixe sera suspendu. Toutefois, lorsque l'agent est placé en congé de longue maladie, de grave maladie ou de longue durée à la suite d'une demande présentée au cours d'un congé antérieurement au titre de la maladie ordinaire, la part fixe qui lui a été versée durant son congé de maladie ordinaire lui demeurera acquise. Article 4. Les crédits nécessaires à l'application de ce dispositif seront inscrits au budget. Donc vous l'avez compris, il s'agit d'une modification réglementaire auquel tous les policiers municipaux ont droit. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. C'est donc voté à l'unanimité. Point numéro 8. Bon, c'est le dernier point. Je ne vais pas vous infliger la lecture intégrale du rapport social unique. Il y a un rapport sur globalement le personnel de la commune. Ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une stabilité au niveau des effectifs. Ce n'est pas une stabilité forcément voulue, hein, c'est une stabilité subie. Si on pouvait embaucher du personnel, on en serait ravis. C'est quelque chose qu'on examinera dans le budget suivant, en voyant quelles économies on peut faire qui nous permettront ces embauches que l'on souhaite et qui seraient nécessaires dans certains services. On peut remarquer que la pyramide des âges connaît une certaine baisse, mais parce que tout simplement c'est mécanique, il y a une baisse parce qu'il y a un certain nombre de départs à la retraite. Et ensuite, j'avais noté que les absences dans la fonction publique territoriale, comme ce qu'on peut observer d'une manière générale dans la fonction publique d'État, ces absences sont très stables et absolument raisonnables. Rien d'inquiétant. Les fonctionnaires sont au travail, nos agents sont là. Et on a eu un épisode neigeux, on n'a pas eu besoin d'eux, mais on sait qu'on peut compter sur eux. Pas d'absence. Il ne faut pas se laisser influencer par ce qu'on peut entendre un petit peu à droite et à gauche, et surtout à droite. Ceci n'engage que moi. Donc ce rapport, donc je viens de vous le présenter, je vous l'ai présenté brièvement, il est dans vos pochettes, il convient juste d'en prendre note. Voilà. Merci. Oui, je rajouterai juste qu'effectivement au niveau des agents, donc c'est stable, que la répartition par genre fait qu'on a 55% de femmes pour 45% d'hommes, et que, comme le disait Madame Rimbaud, je peux rajouter que par rapport à nos charges de personnel, on est toujours en deçà des communes de la même strate. Voilà, ça nous permet de dégager bien sûr des crédits en investissement, mais la question est bien là à se poser pour savoir quels services on rend à la population. On sait, particulièrement par rapport à cette année, voilà, la pluie qu'on a eue par exemple, qu'il était difficile de tenir la cadence pour avoir un désherbage efficace. On a fait ce qu'on a pu, mais effectivement, voilà, c'est quelque chose à laquelle on pense. Et par ailleurs, malgré des fois des cadences élevées, on peut noter qu'en 2023, il n'y a eu aucun accident du travail déclaré. Autant vous dire qu'on est à cheval sur la sécurité, les EPI et les formations pour éviter au maximum de se blesser.
Voilà, donc on a juste pris acte de ce rapport. Merci. On doit être au point numéro 9. Alors, c'est moi qui me mélange. Le mail n'est pas nécessaire, soumis à un vote. Bon. Bah écoutez, on va voter. Et autoriser M. le maire à signer. Merci. Donc, qui est contre, qui s'abstient? Donc, tout le monde est pour. Merci. Point numéro 9, Anaïs de Houle. Alors cette fois-ci, il s'agit d'une signature d'avenant également concernant le protocole Habitat. La convention protocole Habitat de la COR, signée le 18 juillet 2019, a pour objectif de définir les modalités de mise en œuvre des démolitions et reconstitutions du programme de renouvellement patrimonial et d'attractivité du parc social des principaux bailleurs sociaux du territoire. Alors l'Immobilière Rhône-Alpes et Deux Fleuves Rhône-Habitat, qui était anciennement l'OPAC. Cette convention fixe des objectifs précis en termes de nombre de logements à démolir et à reconstruire. De plus, un taux de reconstitution de l'offre démolie et de ses secteurs de location, ainsi que la proportion en construction neuve et en acquisition ou amélioration sont définis. Ces reconstitutions peuvent être réalisées sur site démoli ou sur un autre site en concertation avec les partenaires. Enfin, une répartition des reconstitutions entre les deux bailleurs sociaux est également établie. Lors du comité de pilotage du protocole Habitat du 11 juin 2024, les membres ont rendu un avis favorable pour la signature d'un avenant numéro 2, qui est donc l'annexe 3 là, dans votre rapport, permettant d'intégrer les points suivants. Alors, en tout premier, la prorogation du protocole Habitat jusqu'au 31 décembre 2028, et ensuite, soit des intégrations ou des sorties de résidences dans le programme. Donc, des intégrations, par exemple, de la résidence Les Pâquerettes à Chambaud-Allière pour démolition, l'intégration de la cité d'Échelette à Amplepuis dans les objectifs, cette fois-ci, de réhabilitation, ou en ce qui nous concerne, nous, la sortie de la résidence Léon Boutard 3, des objectifs de démolition et intégration aux objectifs de réhabilitation. Et donc cet avenant regroupe l'intégralité en fait, des mises à jour des objectifs de démolition et de reconstitution. Donc nous, sur le sujet de la sortie de la résidence Léon Boutard, j'ai surtout envie de dire qu'on s'en félicite parce que ça va forcément améliorer le bilan carbone de l'opération. Donc pour l'environnement, je pense que c'est une bonne nouvelle. Oui. Après, je te laisse peut-être faire le décompte des logements, enfin comme tu... Vas-y. Oui, bah, de toute façon, maintenant ce qui est acté, il me semble, hein, c'est que c'est la résidence Merle, la résidence La Croisette et Léon Boutard, donc 1, qui sont voués donc à être détruits et, voilà, et reconstruits pour Léon Boutard, Merle, je ne sais pas trop encore. En tout cas, La Croisette, on va tenter de récupérer normalement le foncier pour y implanter d'autres projets de la commune. Voilà. Donc, proposition de délibération, tu as lu ou... Non, j'ai pas lu. Ok, eh ben, si tu veux bien le lire, s'il te plaît. Le conseil municipal, vu le rapport présenté, considérant l'avis favorable du comité de pilotage du protocole Habitat du 11 juin 2024 pour la signature de l'avenant numéro 2 tel que présenté, décide d'approuver la signature de l'avenant numéro 2 au protocole Habitat tel qu'il est annexé à la présente délibération et décide d'autoriser Monsieur le maire à signer cet avenant. Ok, merci. Y a-t-il des questions? Qui est contre, qui s'abstient? Merci. C'est voté à l'unanimité. Alors, il doit y avoir un petit problème sur le point 10, parce que moi j'en ai deux qui veulent prendre la parole. Donc, je crois qu'on avait convenu que c'était une, Ophélie ou Eric. Donc, bon, il en faut un. Hein. Merci. Point numéro 10, action sociale et accompagnement, qui fait partie de ma délégation. Institution d'un dispositif d'hébergement dit d'urgence. Je vous rappelle que la commune de Thizy-les-Bourgs est régulièrement amenée à devoir intervenir et le sera peut-être davantage à l'avenir par le biais de son CCAS pour remédier à des situations d'hébergement d'urgence. Par exemple avec l'association Solidarité Femmes Beaujolais qui lutte contre les violences faites aux femmes. D'une manière générale, la commune est donc régulièrement amenée à devoir répondre aux besoins de personnes sans abri, en situation de détresse, qu'elles soient médicales
social ou psychique sur le territoire. Ces interventions se concrétisent parfois par la mise à disposition pour une durée courte de logements vacants propriété de la commune. Donc on taira l'adresse. Dans ces conditions, il est apparu nécessaire de régulariser et d'encadrer la possibilité de mise à disposition d'un logement de la commune pour un hébergement d'urgence, en instituant officiellement un dispositif d'hébergement d'urgence, en autorisant monsieur le maire ou toute autre personne déléguée dans le cadre de l'organisation de ce dispositif à signer un contrat de prêt à usage, qu'on appelle un commodat, de ce logement mis à disposition, et en fixant la durée d'occupation de ce logement à 7 jours, renouvelable une fois, c'est un maximum de 14 jours. Nous vous proposons de délibérer. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L21, alinéa 29 et suivants, vu le Code de l'action sociale et des familles, article L345, alinéa 2.2 et suivants, considérant que la commune de Thizy-les-Bourgs est régulièrement amenée à devoir intervenir et le sera peut-être davantage par le biais de son CCAS pour remédier à la situation d'hébergement dit d'urgence, que d'une manière générale, elle est donc régulièrement amenée à devoir répondre aux besoins de personnes sans abri en situation de détresse médicale ou psychique ou sociale sur le territoire de la commune, que ces interventions se concrétisent parfois par mise à disposition pour une durée courte de logement, et que dans ces conditions, il est apparu nécessaire de régulariser et encadrer une telle utilisation d'un logement appartenant au domaine privé de la commune. Il sera décidé d'instituer officiellement un dispositif d'hébergement d'urgence à titre gratuit, d'autoriser monsieur le maire, dans le cadre de l'organisation de ce dispositif, à signer le commodat, de fixer la durée maximale d'occupation de ce logement à 7 jours, renouvelable une fois, soit un maximum de 14 jours. Merci. Des commentaires? Voilà, il nous a semblé nécessaire de délibérer sur cela. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'on s'améliore au niveau de la pauvreté, plutôt dans l'autre sens. En tout cas, voilà, on a des gens qui sont des fois en détresse et on va pouvoir, en tout cas, les accueillir pour pouvoir leur trouver une solution plus pérenne. Donc, on va pouvoir délibérer pour cela. Pas d'autres... Peut-être qu'on peut parler de la convention. Oui, tu veux parler de ça. Nous sommes sous convention avec la fameuse association Femmes Beaujolais. L'idée, c'est donc d'élargir au-delà de la convention à des situations dites en urgence. On a des gens qui viennent à la mairie et qui n'ont pas d'hébergement, qui vivent dans une voiture. Donc, l'idée, c'était de recadrer ce principe par l'institution officielle d'un dispositif. Le maire, les maires délégués et adjoints sont amenés, dans le cadre de leur astreinte ou permanence, à accueillir des personnes avec un cadre qui était, évidemment, qu'on avait une clé et qu'on ouvrait. On avait un bail de commodat, mais là, ça va être instauré de manière très officielle. Merci. Je ne sais pas si c'est ce qu'il y a dans le mot. Anne ? Non, mais peut-être parler de la conférence qui est organisée avec Oui. Solidarité Femmes Beaujolais. Je crois que c'est le 30, c'est ça ? Dites-moi, enfin, je ne me souviens plus les modalités de la conférence, mais... Voilà. Si quelqu'un peut prendre les renseignements, puis on le dira à la fin, si tu veux. C'est normalement Mohamed Adjab qui parle. Oui, on charge de ça, quoi. Donc. Ok. Je te laisse prendre les éléments et puis on refera le point à la fin. Merci. Du coup, est-ce qu'il y a des commentaires? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc le rapport est voté. Point numéro 11, André Fillon, donc. Point finance, administration générale. Donc on va parler de l'extension de la zone d'activité économique des Portes du Beaujolais, cession du terrain Le Pavillon à l'accord, terrain situé sur la commune de Bourg-de-Thizy. Dans le cadre de son projet d'extension de la zone d'activité économique des Portes du Beaujolais, l'accord
souhaite acquérir la parcelle cadastrée 025 AN 383, qui est propriété de Thizy-les-Bourgs, située au lieu-dit Le Pavillon, et d'une superficie de 29 400 m². Les services de la direction de l'immobilier de l'État, la DIE, ont estimé la valeur vénale de ce bien en date du 26 février 2024 à 70 000 €. Cependant, il est rappelé que la commune, lors de l'acquisition de ce tellement en 2023, a pris en charge la totalité des frais suivants. L'acquisition du terrain de 65 000 €, pardon, indemnité éviction SARL, donc 45 000 €, les frais de notaire, bail à ferme, 1184,36 €, les frais de notaire acquisition du terrain 3129,77 € et les frais de géomètre de 951 €, pour un total de 115 265,13 €. Il est donc proposé de fixer le prix de cession de ce terrain à 115 265,13 €. Par ailleurs, il conviendra de se préserver du coût après-vente d'éventuelles fouilles complémentaires, sachant qu'il y a eu des fouilles sur ce terrain qui ont coûté quand même une certaine somme. Alors, ces fouilles complémentaires effectuées par l'accord, en précisant que, si nécessaire, par l'insertion d'une clause particulière de l'acte de vente. Que le coût de ces éventuelles fouilles restera bien à charge de l'établissement public. Donc, une proposition de délibération pour le conseil municipal. Vu le rapport présenté à la demande d'acquisition de l'accord dans le cadre de son projet d'extension de la zone d'activité économique des Ports du Beaujolais, de la parcelle cadastrée 025 AN 383, propriété de la commune située au lieu-dit Le Pavillon à Thizy-les-Bourgs et d'une superficie de 29 400 m², vu l'estimation des services de la direction de l'immobilier de l'État, DIE, et de la valeur vénale de ce bien en date du 26 février 2024 à 70 000, considérant que la commune, lors de l'acquisition de ce tellement en 2023, a également pris en charge la totalité des frais suivants. Le total se monte à 115 265,13 €. D'approuver la vente de la parcelle cadastrée 025 AN 383 à la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien, ou l'accord, de fixer le prix de la cession à 115 265,13 €, que les frais de notaire, géomètre ou autres seront à la charge de l'acquéreur, qu'il conviendra de préciser dans l'acte de vente que le coût d'éventuelles fouilles après la vente restera à la charge de l'acquéreur, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Merci. Je rappelle que la compétence économique est à l'accord. En tout cas, nous allons pouvoir accueillir de l'activité sur ces parcelles, et en priorité, bien entendu, des entreprises locales qui fabriquent sur notre territoire. Par ailleurs, après, on s'occupera des friches, parce qu'avec la Loisanne, on est contraint, et comme je l'avais déjà expliqué, il ne nous reste que quelques hectares à consommer, qu'il faudra arbitrer entre du pavillonnaire ou d'activité économique ou autre. Mais en tout cas, voilà, on est parti maintenant pour s'occuper des friches sur Thizy-les-Bourgs, et il y en a pas mal. Voilà, d'autres commentaires, des questions? On va pouvoir passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci, c'est donc voté. Point numéro 12, Éric Marchand. Merci. Nous avons eu 3 intentions d'acquisition aux pierres plantées sur le lotissement sur le haut de la commune déléguée de Thizy. Point numéro 12, donc ça fait partie des 3. Je vous rappelle que la commune est propriétaire des terrains formant le lotissement Les Pierres Plantées à Thizy, et que par délibération du 4 avril 2016, le prix de vente des lots était fixé à 1 € par m², à condition que l'acheteur réalise un projet de maison bois à haute performance énergétique, priorité de plus étant donnée aux habitants de la commune. Monsieur Loret propose d'acquérir le lot numéro 30 de ce lotissement, composé des parcelles AL 318 et 319, pour une contenance, une superficie totale de 846 m². Le conseil municipal, vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016 fixant le prix de vente à 1 € du m², à condition que l'acheteur réalise bien un projet de maison en bois à haute performance énergétique, considérant comme recevable la demande de cession au bénéfice de M. Loret en date du 4 septembre 2024,
répondant aux critères d'attribution et de vente de l'eau au prix de 1 € du mètre carré, et que l'obtention du permis de construire pour une maison en ossature bois sera mise en condition suspensive de l'acte du compromis de vente, considérant que les frais de bornage resteront à la charge de l'acheteur comme d'habitude, et considérant que rien ne s'oppose à la proposition de cette cession, nous déciderons de céder à M. Benoît Loret le lot numéro 30 du lotissement des Pierres Plantées à hauteur de 1 € du mètre carré, composé des parcelles L 318 et 319, pour une contenance totale de 846 mètres carrés, d'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique et tout autre document relatif à ce dossier, et que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Merci. Nous passons au vote. S'il n'y a pas de questions. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Merci. Point numéro 13. Point numéro 13. Monsieur Loret aura un voisin. Donc. Cession du lot numéro 33 du lotissement communal des Pierres Plantées. Je vous rappelle que la commune est propriétaire des terrains formant le lotissement des Pierres Plantées, et que la délibération du 4 avril 2016 fixait le prix des terrains à 1 € du mètre carré, à condition que l'acheteur réalise un projet de maison bois à haute performance énergétique. M. Cagnan propose d'acquérir le lot numéro 33 de ce lotissement, composé de la parcelle AL 331, d'une contenance superficie de 908 mètres carrés. Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016 fixant le prix de vente des lots formant le lotissement à 1 € du mètre carré, à condition que l'acheteur réalise un projet de maison en bois à haute performance énergétique, considérant comme recevable la demande de cession au bénéfice de M. Jason Canicagnan, en date aussi du 4 septembre 2024, répondant aux critères d'attribution et de vente de l'eau au prix de 1 € du mètre carré, et que l'obtention du permis de construire pour une maison en ossature bois sera mise en condition suspensive de l'acte de compromis de vente, considérant que les frais de bornage resteront à la charge de l'acheteur, et considérant que rien ne s'oppose à la proposition de cession, nous déciderons de céder à M. Jason Canicagnan le lot numéro 33, du lotissement des Pierres Plantées à hauteur de 1 € le mètre carré, composé de la parcelle AL 331 pour une contenance de 908 mètres carrés. D'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique et tout autre document relatif à ce dossier, et que les frais de notaire et géomètre seront à la charge de l'acquéreur. Merci. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Jamais 203. M. Marchand. Jamais 203. À ce rythme-là, encore un conseil et le lotissement sera complet. Point numéro 14. Donc, cession des lots 34 et 35 des lotissements communal des Pierres Plantées à M. Samir et Touami, qui sont voisins du précédent. Vous le savez, la commune est propriétaire des terrains formant le lotissement Les Pierres Plantées à Tizy, et que la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016, le prix de vente des lots est fixé à 1 € du mètre carré, à condition que l'acheteur réalise un projet de maison en bois à haute performance énergétique, priorité étant donnée aux habitants de la commune. M. Etouami propose d'acquérir les lots numéros 34 et 35 du lotissement Les Pierres Plantées, composés des parcelles 330 et 329 pour une contenance au total de 1850 mètres carrés. Vu la délibération du conseil municipal du 4 avril 2016 fixant le prix de vente des lots formant le lotissement Les Pierres Plantées à Tizy à 1 € du mètre carré, à condition que l'acheteur réalise un projet de maison en bois à haute performance énergétique, priorité étant donnée aux habitants de la commune, considérant comme recevable la demande de cession au bénéfice de M. Samir Etouami en date du 24 septembre 2024, répondant aux critères d'attribution et de vente des lots au prix de 1 € du mètre carré, et que l'obtention du permis de construire pour une maison en ossature bois sera mise en condition suspensive de l'acte de compromis de vente, considérant que les frais de bornage resteront à la charge de l'acheteur et considérant que rien ne s'oppose à cette proposition de cession. Nous déciderons de céder à M. Samir Etouami les lots 34 et 35 du lotissement Les Pierres Plantées à hauteur de 1 € du mètre carré, composés des parcelles AL 330 et AL 329 pour une contenance totale de 1850 mètres carrés. D'autoriser M. le maire ou son représentant dûment habilité à signer l'acte authentique et tout autre document relatif à ce dossier, et que les frais de notaire et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur.
Merci. J'imagine qu'il n'y a pas de questions. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. C'est voté. Point numéro 15, Ophélie Mercier. Alors, c'est une présentation du rapport sur le prix et la qualité du service de gestion des déchets de l'accord. Le rapport annuel 2023 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets fournis par la communauté d'agglomération de l'Ouest Rhodanien nous a été communiqué comme chaque année. Conformément à la réglementation, ce rapport doit faire l'objet d'une communication en conseil municipal. En effet, un RPQS, rapport sur le prix et la qualité du service, édité par une intercommunalité doit être communiqué aux communes membres. Celles-ci ne sont pas tenues de délibérer, de voter pour approuver le RPQS. Elles doivent simplement en prendre connaissance. L'adoption formelle du rapport se fait au niveau de l'intercommunalité. En revanche, le RPQS doit être mis à disposition du public, souvent via le site internet de l'intercommunalité ou des communes. L'objectif est une totale transparence par le biais d'une information précise à destination des consommateurs sur la qualité et la performance du service public apporté. Le RPQS complet ainsi qu'une note de synthèse sont donc joints au présent rapport en annexes 4 et 5. Le conseil municipal, vu le rapport annuel 2023 sur la qualité et le prix du service public d'élimination des déchets fournis par l'accord, prend acte de la communication de ce rapport et des informations présentées, précise que ces dossiers sont mis à disposition du public au secrétariat de la mairie. C'est donc juste un message à caractère informatif car il n'y a pas de vote. Merci. J'ai collecté, si je puis dire, quelques chiffres. En ce qui concerne la différence entre 2022 et 2023, par exemple pour le verre, on est à plus 1% sur le territoire, moins 4% pour le papier, les emballages plus 0,4%, les ordures, donc les sacs noirs, moins 2,4%. Ce qui représente tout de même 16 298 tonnes de déchets qui ont été collectés en déchetterie en 2023, ce qui nous fait 322 kg par an par habitant, et que tout de même ça a baissé de 12%. Donc voilà, peut-être qu'il y a l'effet compostage, car des composteurs sont vendus par l'accord, et puis toutes les j'allais dire, les publicités ou les... je cherche mes mots, comme quoi on parle aux gens de comment il faut faire pour voilà, mieux trier, moins consommer, acheter du vrac, etc. Voilà, donc peut-être ça joue, mais bon, ça reste des quantités assez astronomiques. Merci, donc pas de vote. Une question. Oui. Par rapport au taux de refus, est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un débat par rapport à ce taux de refus et surtout de savoir pourquoi on a autant de refus? Parce que le but du tri, justement, c'est d'éviter le refus. Et c'est vrai que quand on ouvre les poubelles, on voit des poubelles qui ne sont pas dans la bonne poubelle. Ben, le taux de refus, c'est surtout, il me semble, voilà, alors c'est une compétence de l'accord, les déchets, on est d'accord. Mais effectivement, les refus, ben, c'est les mauvais tri, quoi. Donc des fois, il y a des poubelles qui vont carrément partir, qui vont être brûlées, alors que, voilà, un sac noir dans une poubelle d'emballage, ça pose un problème, quoi. Parce que... Et l'accord n'a pas prévu de se pencher sur le taux de refus. Enfin, ça fait quand même 30%. Oui, mais j'ai envie de dire, on leur demandera. J'aurais pas la réponse. Ou Ophélie, si tu as des renseignements. Bah, moi, tout ce que je sais, c'est qu'il y a des actions de type caméra, des choses comme ça, pour un peu aller au-delà de la sensibilisation et faire en fait de la répression, d'attraper un peu les mauvais trieurs sur le fait. Parce que c'est vrai qu'on a beau sensibiliser, il y a des gens, ça leur passe au-dessus. Donc je pense que malheureusement on va peut-être arriver à nous aussi finir par devoir installer des caméras ou faire en sorte que ce soit plus surveillé, je pense là-dessus. Et après, moi je vois par exemple sur le sujet des déchets verts, on est en train de faire des actions pour que les gens le récupèrent entre eux et pas que ça devienne quelque chose qui gêne les gens et qui les pose à côté des poubelles parce qu'ils ne veulent pas aller à la déchetterie. Donc il y a des actions à faire, c'est sûr, à notre échelle, même si on n'a pas la compétence à la base. Mais après, voilà, pour ce qui est vraiment à la base la compétence de l'accord, je pense que, ouais, comme disait Ludovic, on ne peut pas
faire grand-chose à part leur demander où ils en sont et pousser au mieux possible, quoi. Juste une remarque, il y a un chiffre qui saute aux yeux, c'est les emballages imbriqués. Et l'accord essaye de communiquer sur ça, c'est-à-dire quand quand vous allez aux emballages, il faut bien qu'ils soient individualisés. C'est-à-dire qu'on ne met pas une bouteille d'eau dans une boîte en carton, et ça fait partie de ces refus. Et ça, même sous la caméra, on ne voit pas, c'est à la maison qu'on le fait. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? On peut peut-être juste rajouter le prix, le surcoût lié au refus. Donc pour l'année, ça coûtait 57 000 €. Ça, c'est de l'argent qui tombe directement sur la facture des habitants. Hein. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est de l'impôt, donc si on triait mieux, si collectivement on trie mieux, ça fera baisser la note. Donc c'est 460 tonnes de refus et c'est 124 € hors taxe par tonne refusée. C'est très très important. Voilà. Et comme le disait, le problème c'est effectivement des emballages imbriqués. Il faut absolument que les emballages soient jetés de manière individuelle dans les bacs pour que les appareils de tri puissent faire leur travail efficacement. Merci. D'autres réflexions? Point numéro 16. Administration générale. Dérogation 2025 au principe du repos dominical. Les dérogations au principe du repos dominical, connues sous le nom de dimanche du maire, relèvent principalement du pouvoir de police du maire. Cependant, elles nécessitent une consultation préalable du conseil municipal. En résumé, bien que le maire ait le pouvoir de décider des dérogations au repos dominical, il doit d'abord consulter le conseil municipal. La décision finale est ensuite prise par arrêté municipal. Nous n'avons à ce jour reçu aucune demande pour les dimanches de décembre. Par conséquent, pour les communes, pour les commerces de détail, les supermarchés, hypermarchés et les moyennes surfaces commerciales, je vous propose de retenir les dates de dérogation suivantes. Dimanche 30 novembre, 7 décembre, 14 décembre, 21 décembre, 28 décembre. Pour les autres commerces de détail en magasin spécialisés, je vous propose les dimanches 7, 14, 21 et 28 décembre. Pour approfondir, le principe de la réglementation relative au repos dominical de salariés est posé par l'article L 3132-3 du Code du travail. Le respect de cette règle constitue à la fois une règle protectrice des conditions de travail et de vie des salariés. Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit en employeur peuvent travailler le dimanche sur autorisation du maire. Le salarié peut donc refuser de travailler le dimanche et, dans ce cas, ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail. Le salarié, employé le dimanche sur autorisation du maire, doit bénéficier d'une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement prévue pour une durée de travail équivalente. Le salarié dont le repos dominical a été supprimé dans le cadre d'une dérogation municipale a droit à un repos compensatoire équivalent en temps. La loi du 6 août 2015 a porté de 5 à 12 le nombre maximal de dimanches pouvant être accordés par le maire. Elle a introduit l'obligation pour les maires communes d'arrêter la liste des dimanches avant le 31 décembre pour l'année suivante et de procéder à la consultation du conseil municipal avant de prendre leur décision. Donc la proposition de délibération, le conseil municipal, vu le rapport présenté, notamment la proposition de retenir les dates de dérogation que je viens de vous dire, pour les hypermarchés, supermarchés et magasins spécialisés, décide de donner son accord et approuver le calendrier proposé des dimanches de l'année 2025, dérogeant au principe du repos dominical rappelé ci-dessus, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant dûment habilité à signer tout document relatif à ce dossier. Y a-t-il des commentaires? Alors, je m'étais déjà exprimé les années précédentes sur ces ouvertures dominicales. Je trouve qu'elles ne sont pas nécessaires. On a déjà une ouverture de façon habituelle jusqu'au dimanche midi. Il n'est pas nécessaire d'aller plus loin, selon moi. Donc, je m'opposerai à cette, comme l'année précédente et l'année d'avant. D'ailleurs, je m'opposerai encore à cette décision. Merci. Ça va au-delà, parce que le Code du travail définit des règles qui ne semblent pas forcément respectées. En plus, il y a une pression sous-jacente au niveau du salariat, de la discrimination par le refus du travail dominical. Donc, j'aurais la même position que... D'autres commentaires? Pas vu qui se cache là.
Ah, c'est M. Garavel qui a parlé. Madame Rimbaud. Alors, l'année précédente, l'année passée, on avait consulté le correspondant de la CGT qui nous avait donné son opinion, et puis on avait appelé un petit peu la population et les salariés des magasins concernés à se manifester. On n'a toujours personne pour se manifester, et moi je suis très mal à l'aise sur ce dossier. Je pense qu'on a tous des opinions diverses et qu'on va exprimer tout de suite, et je trouve que c'est plutôt heureux et riche qu'on ait des opinions diverses, qu'on les exprime. Et je m'exprimerai pour, mais sans grande conviction. Merci. D'autres analyses? Merci. On passe au vote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà. Bon, ceux qui sont contre, avec les pouvoirs, il n'y a pas de pouvoir, on est contre. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est bon. Et les abstentions? C'est là où il y a un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 abstentions. Mais toi... C'est ce que j'avais noté. Ah, et moi je suis pour, excusez-moi. C'est moi. 10, 20, donc on arrive à 21. C'est bon. Bah voilà. Merci, donc le rapport est adopté. Point numéro 17, Anaïs de Houle. J'étais pas prête du tout. Ah non, j'étais pas prête après tout ce bazar. On est parti. Donc il s'agit de l'arrêt de la procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU pour le projet économique de la ferme du Vessin. Alors c'est compliqué, mais je vais vous expliquer. La procédure de déclaration de projet susvisé a été entérinée par le biais d'une délibération du conseil municipal de la commune de Thizy-les-Bourgs en date du 3 avril 2023. Donc c'est une délibération qui a été prise par l'ancienne municipalité. On a décidé de se mettre au service des demandeurs et de poursuivre la dynamique engagée et de les aider dans leurs projets, mais on va voir par la suite qu'on ne va quand même pas aboutir. Pour ce faire, la commune a transmis son dossier à la mission régionale d'autorité environnementale, ce qu'on appelle la MRAE, de la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 6 mars 2024, afin d'obtenir son avis conforme. Suite à cette consultation, en date du 28 mai 2024, la MRAE a transmis à la commune son avis conforme qui indique que ce projet de mise en compatibilité du PLU de la commune est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et sur la santé humaine au sens de l'annexe 2 de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement. Par conséquent, ce projet requiert la réalisation d'une évaluation environnementale proportionnée aux enjeux. Donc cet avis, ils le rendent après visite sur site. Ce n'est pas des gens dans des bureaux qui ne regardent pas le dossier, c'est des gens qui se déplacent. On a effectué la visite avec le directeur des services techniques et les demandeurs sur le terrain concerné. Or, une telle évaluation environnementale, dont le coût est actuellement estimé à environ 13 000 €, ne peut pas légalement être pris en charge par la commune compte tenu de la nature privée du projet. Donc on est face à des demandeurs qui veulent mettre en place un projet sur leur propriété, un projet d'activité économique, voilà, et qui nous demandent, enfin, qui souhaiteraient qu'on prenne en charge les frais, ce qui ne nous est pas possible en fait. Donc par ailleurs, les propriétaires initiateurs de ce projet économique ont confirmé qu'ils ne souhaitaient pas prendre en charge le coût de cette étude de leur côté. Par conséquent, le conseil municipal doit désormais entériner la fin de la procédure de déclaration de projet important mise en compatibilité du PLU pour le projet économique de la ferme du Vessin. Ça veut dire que c'est une modification de PLU que l'on avait commencé d'ouvrir et sur lesquelles on les accompagnait. Et en fait, avant d'aller plus loin, on ferme l'ouverture de cette procédure parce qu'on ne peut pas donner suite si ni les uns ni les autres ne financent l'évaluation environnementale. Voilà. Après, je tiens juste quand même à rajouter que ce n'est pas des gens qu'on laisse tomber complètement, loin de là, parce qu'ils nous ont déjà fait passer une nouvelle proposition via un projet un petit peu modifié.
et que donc on les réaccompagne encore une fois dans cette démarche. Donc on ne les laisse pas tomber, leur projet a changé, ce qui ne nécessiterait plus toute cette étude environnementale, et donc on continue de les accompagner dans leur projet qu'on espère bien sûr un jour voir aboutir. Donc le conseil municipal, vu le rapport présenté, vu la déclaration de projet économique de la ferme du Vessin entérinée par délibération du conseil municipal de la commune de Thizy-les-Bourgs du 3 avril 2023, vu l'avis conforme de la MRAE quant à cette déclaration de projet imposant la réalisation d'une évaluation environnementale proportionnée aux enjeux, considérant le refus des initiateurs de ce projet privé de prendre en charge le coût de cette évaluation environnementale, décide de prendre acte des conclusions de la MRAE quant à la déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU pour le projet privé de la ferme du Vessin, de prendre acte du refus des initiateurs de ce projet de prendre en charge le coût de l'étude environnementale et de stopper la procédure de déclaration de projet en portant mise en compatibilité du PLU pour ce même projet. Merci, on accompagne tous les porteurs de projets du mieux qu'on peut et dans la mesure du possible. Voilà, donc il y a d'autres commentaires, merci, des questions non plus. On va passer au vote, qui est contre, qui s'abstient. Ok, c'est voté. Point numéro 18. Isabelle. Alors, il s'agit d'un point finance et administration générale, une demande de subvention à caractère ponctuel du lycée François Mansart. À l'occasion du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, le lycée souhaite organiser un séjour pédagogique et mémoriel du 16 au 22 février 2025, qui sera intitulé « Sur les traces de la Shoah ». Ce séjour concerne des élèves volontaires de toutes les filières de première et de terminale, et il s'agit d'un voyage avec plusieurs étapes mémorielles. Une première étape à Berlin avec la visite du musée juif et mémorial de l'Holocauste. Ensuite une autre étape à Cracovie avec la visite de l'ancien ghetto et du musée de l'usine Schindler. Une autre journée sera également faite au complexe d'Auschwitz-Birkenau. Et ensuite à Nuremberg pour visiter le mémorial du procès. Donc nous sommes saisis d'une demande de subvention à caractère ponctuel à laquelle il convient de répondre. Il est donc proposé d'attribuer au lycée François Mansart une subvention de 2500 € pour un séjour pédagogique et mémoriel sur les traces de la Shoah de Berlin, Cracovie, Auschwitz, Birkenau et Nuremberg à l'occasion de la commémoration du 80e anniversaire de la libération des camps. Les propositions de délibération, le conseil municipal, vu le rapport présenté, décide d'attribuer une subvention d'un montant de 2500 € au lycée François Mansart, de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2024, chapitre 65, nature 65 748, fonction 024. Merci. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Eric? Oui, je veux bien rajouter quelque chose. Et je considère que, enfin, on considère tous, je pense, que dans ces temps, pendant ces temps troublés actuels, aider au devoir de mémoire sur ce que peut être l'extermination d'un peuple, quel qu'il soit, est primordial à notre époque. Et de montrer qu'un peuple opprimé, ghettoisé, faut s'en rappeler. Voilà. Et que l'histoire nous montre que malheureusement ça peut revenir. Merci. Eric? Juste un petit complément par rapport à ce voyage, il ne s'arrêtera pas le jour du retour à Thizy, puisque nous avons eu le contact lors de la cérémonie du 11 novembre avec des élèves qui participent à ce projet et une de leurs enseignantes à Mansart, Madame Rossa. Ils ont eu des préparations avec des membres de certaines associations mémorielles. L'idée était de raccrocher la commune, le conseil jeune peut-être, sur le retour en février de ce groupe et de préparer
et d'entretenir le devoir de mémoire de préparer les célébrations du 8 mai à Thizy, qui se passe donc traditionnellement au monument aux morts sur la place de l'Europe et à la stèle des résistants au quartier Merle. Voilà, donc c'était une idée qui réinvestissent sur la commune pour leurs camarades et pour les citoyens et les citoyennes ce qu'ils ont fait. Rendez-vous a été fixé au retour de février. Merci. Ce voyage intéresse une cinquantaine d'élèves, il me semble. Pour un budget, voilà, c'est sur cette base-là, pour un budget de plus de 30 000 euros. Donc voilà, le lycée cherche des aides un peu partout. Merci. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc c'est voté à l'unanimité. Point numéro 19, Franck Gueffier. Alors c'est un point finance et administration générale, subvention à caractère ponctuel au comité des Berises. En cette fin d'année, nous sommes saisis d'une demande de subvention à caractère ponctuel à laquelle il convient de répondre. Il est proposé d'attribuer au comité des Berises une subvention de 700 €, l'organisation d'une descente du Père Noël à l'occasion du marché de Noël des 14 et 15 décembre prochains. Le conseil municipal, vu le rapport présenté, décide d'attribuer une subvention de montant de 700 € au comité des Berises, de préciser que les crédits sont inscrits au budget principal 2024, chapitre 65, nature 65 748, fonction 024. Il s'agit là de faire descendre en toute sécurité le Père Noël, c'est bien normal, organisé par des professionnels qui sauront faire en sorte qu'il ne lui arrive rien avant les fêtes de fin d'année. Ce serait mieux, oui. Monsieur Michelot va donc nous quitter un moment, donc il est intéressé par le comité des Berises. C'est toi le Père Noël? Non, les comités. Voilà, effectivement, on espère qu'il n'y arrivera rien au Père Noël. Vous avez des questions? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Dino est pressé a priori. C'est tout bon, il peut revenir s'il veut bien. Il est pressé. Oui, je suis pressé. Je vous promets qu'on vous rendra le Père Noël pour le 24 décembre. Merci. Point numéro 20, Franck Gueffier. Alors, il s'agit d'un point finance culture, création d'une tarification des droits d'entrée au 1er janvier 2025, l'article L2122-22 du CGCT. La municipalité fait le choix politique de s'engager rapidement dans une programmation culturelle ambitieuse. Il convient pour cela d'anticiper la tarification des futurs droits d'entrée aux manifestations qui seront organisées dès 2025. Je vais donc vous proposer de voter deux grilles de tarifs, l'une pour les spectacles dites tout public, l'autre pour des spectacles plus cossus qu'on appellera théâtre et concert et qui demandent plus de technique et plus de moyens. Pour ces deux grilles, et dans la perspective de pouvoir délivrer des entrées gratuites, il conviendra également, afin de respecter les décomptes imposés par la réglementation relative aux établissements recevant du public, le RP, de voter des tarifs d'entrée à 0 €. Par ailleurs, je rappelle également que nous disposons déjà d'une régie de recettes bibliothèque-médiathèque. Or, l'objet d'une régie de recettes doit être précis. L'acte constitutif de la régie doit clairement énumérer les recettes que le régisseur est autorisé à encaisser. Cela inclut la nature des recettes, les modes de perception et les justificatifs remis aux usagers en contrepartie des encaissements. Cette précision est essentielle pour garantir la transparence et la bonne gestion des fonds publics. Par conséquent, il conviendra probablement, pour des raisons juridiques, soit de créer une nouvelle régie des recettes spécialement dédiée à une programmation culturelle, soit de modifier, d'étendre et repréciser le champ d'application de la régie actuelle. Pour cela, des vérifications doivent préalablement être effectuées par les services de la commune. Aussi, pour des raisons d'efficacité et de rapidité, je vous proposerai dans les mêmes délibérations d'étendre les délégations accordées à Monsieur le maire dans le cadre de l'article L2122-22 du CGCT à la création des régies du point 7 de cet article, créer, modifier ou supprimer des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Le conseil municipal, vu le rapport présenté d'une programmation culturelle ambitieuse, vas-y. Dès 2025,
considérant qu'il convient, dans la perspective de pouvoir délivrer des entrées gratuites afin de respecter les décomptes imposés par la réglementation relative aux ERP, de voter des tarifs d'entrée à 0 €. Là. Considérant qu'il convient, pour des raisons d'efficacité et de rapidité, d'étendre la délégation accordée à Monsieur le maire dans le cadre de l'article 2122-22 du CGCT et la création d'une régie et du point 7 de cet article, créer, modifier, supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Décide de fixer comme suit les tarifs pour les spectacles dits tout public. 7 € pour les adultes, 3 € tarif réduit pour les enfants de moins de 16 ans, les personnes sans emploi et les personnes ayant droit à l'AAH. 2 € pour les enfants scolarisés dans l'une des écoles de la commune. 3 € pour les enfants scolarisés hors de la commune de Thizy-les-Bourgs. Et 0 € donc pour les entrées gratuites. Je tiens à préciser là que les tarifs proposés pour les écoles sont globalement attractifs afin qu'on puisse offrir à nos enfants une programmation culturelle et qu'ils puissent venir nombreux. De fixer comme suit les tarifs pour les théâtres et concerts. 12 € pour les adultes, 8 € tarif réduit pour les enfants de moins de 16 ans, les personnes sans emploi, les personnes ayant droit à l'AAH, ainsi que les personnes de plus de 65 ans. Et 0 € encore pour les entrées gratuites. Que Monsieur le maire sera en sus, par délégation du conseil municipal, chargé par la durée de son mandat de créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux. Il y a juste à préciser que nous allons enfin, donc, comme il a été mentionné, refaire une programmation culturelle dite ambitieuse sur Thizy-les-Bourgs, et que c'est avec joie que je fais voter, que je vous demande de voter cette délibération, qu'on puisse enfin ramener sur notre commune une belle programmation et faire donner envie aux gens de venir voir des spectacles. Tout à fait. On a eu un spectacle de qualité cette semaine et on en espère d'autres de cette qualité assez exceptionnelle avec les violonistes. Maman Beau est d'accord. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, s'il n'y a pas de questions. Tout le monde est pour. Merci. Point numéro 21, André Fillon. Création d'un budget annexe pour la résidence senior et maison médicale. La résidence senior et la maison médicale attenantes sont désormais fonctionnelles et après concertation avec les services de la DGFiP, il est apparu opportun d'améliorer la lisibilité et la transparence des opérations comptables de ces deux établissements. Effectivement, quand on regarde le budget des années précédentes, pour faire une synthèse de ce budget, c'était très compliqué. À cet effet, je vais vous proposer de créer, à compter du 1er janvier 2025, un budget annexe dénommé Résidence Senior Maison Médicale. Ce budget sera voté par chapitre, tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement, et sera réalisé en application de l'instruction comptable M57. Il ne sera pas assujetti à la TVA. Par ailleurs, les provisions seront semi-budgétaires. Les provisions semi-budgétaires en M57 sont des opérations comptables spécifiques aux collectivités locales. Elles permettent de constater des risques ou des charges probables sans qu'il y ait de sortie immédiate de trésorerie. L'objectif principal est de respecter le principe de prudence comptable en anticipant les charges futures pour donner une image fidèle de la situation financière de la collectivité ou de l'établissement. Enfin, le budget annexe résidence senior maison médicale sera inscrit auprès de l'INSEE. Proposition de délibération. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'instruction M57, considérant la nécessité de créer un budget annexe au budget communal pour individualiser la gestion de la résidence senior et la maison médicale, afin de permettre une meilleure lisibilité comptable sur le fonctionnement de ces deux établissements. Décide d'accepter la création d'un budget annexe intitulé Résidence senior maison médicale à compter du 1er janvier 2025. Que ce budget sera voté par chapitre tant en section de fonctionnement qu'en section d'investissement et sera assuré en application de l'instruction comptable M57. Que le budget annexe Résidence senior maison médicale sera inscrit auprès de l'INSEE. Que les provisions seront semi-budgétaires, que ce budget ne sera pas assujetti à la TVA.
d'autoriser Monsieur le maire à procéder à l'ensemble des écritures d'ordre et budgétaires entre le budget général et le budget annexe, que les écrits nécessaires à la passation de ces écritures comptables seront respectivement prévus au budget communal et budget annexe de l'exercice 2025. Merci. Des commentaires sur la résidence senior qui est pratiquement pleine à 1 ou 2 appartements près. Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde. C'est comme au Pierre Planté. On peut dire pourquoi on en garde deux aussi. Oui. Tiens. Non. Anne, c'est toi qui as l'idée. Alors, on a décidé de réserver 2 logements de la résidence senior pour de futurs soignants qui pourraient avoir envie de s'installer chez nous, avec l'idée de meubler ces logements. Voilà. Tout à fait. C'est toujours dans la réflexion et l'optique d'accueillir les professionnels de santé. Et en tout cas, pour l'instant, voilà, c'est notre décision d'en garder 1 ou 2 sous le coude pour pouvoir les accueillir rapidement, confortablement et pouvoir qu'ils puissent pratiquer pas pratiquement du jour au lendemain, mais presque. Il y aura d'autres informations plus tard sur d'autres professionnels de santé. Merci. On va passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient? C'est voté. Point numéro 22, Jean-Michel Michelot. Alors, affaires scolaires, règlement intérieur, c'est un ordre du jour complémentaire. Il faudrait peut-être le voter d'abord. Oui, c'est justement ce que je vous rappelle que par délibération numéro 2024-0455 du 20 septembre 2024, nous avons décidé la mise en place d'une nouvelle tarification sociale pour la restauration scolaire, et ce à partir du 1er janvier 2025. Il se trouve que nous avons eu une commission cantine et que les travaux de cette commission la coordination et l'organisation de la nouvelle tarification effectuée cette semaine ont révélé la nécessité conjointe de mettre en place une nouvelle organisation impliquant par conséquent d'actualiser le règlement intérieur du service municipal périscolaire. Il est donc préférable que nous redélibérions aujourd'hui afin que le règlement intérieur puisse être officiellement mis à jour à partir du 1er janvier 2025. Enfin, ce projet de délibération n'ayant pas été annoncé dans les délais avec la convocation du conseil municipal et compte tenu de l'urgence, je vais donc vous proposer dans un premier temps de bien vouloir délibérer afin d'accepter de rajouter ce point à l'ordre du jour. Donc le conseil municipal, vu le rapport présenté et l'urgence de compléter en séance l'ordre du jour du conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'accepter de compléter l'ordre du jour de la séance afin de permettre à compter du 1er janvier une activation du règlement intérieur du service municipal périscolaire cantine et garderie qui tienne compte de l'organisation engendrée par la nouvelle tarification sociale adoptée par la délibération 2024-0455 du 20 septembre 2024. Merci. Effectivement, je ne l'avais pas indiqué, ce n'était pas l'ordre du jour, c'est bien des rapports de présentation complémentaires. Donc, si vous le voulez bien, on va passer au vote. Qui est contre et qui s'abstient? Merci. Point numéro 23. Donc, je vais donc vous proposer maintenant de délibérer afin d'autoriser M. le maire à apporter au règlement actuellement en vigueur les modifications qui permettront d'intégrer et de valider à partir du 1er janvier prochain l'organisation engendrée par la nouvelle tarification sociale que nous avons adoptée au dernier conseil municipal. Donc la proposition, le conseil municipal, vu le rapport présenté et la délibération du 22 novembre qu'on vient de prendre, acceptant de rajouter ce point à l'ordre du jour, vu la délibération numéro 2024-0455 du 20 septembre 2024, vu le règlement intérieur du service municipal périscolaire, annexé à la présente et tel que certifié exécutoire au 19 avril 2021, après en avoir délibéré, décide d'autoriser M. le maire à apporter au règlement intérieur en vigueur les modifications qui permettront d'intégrer et de valider à compter du 1er janvier 2025 l'organisation engendrée par la nouvelle tarification sociale que nous avons adoptée le 20 septembre 2024. Voilà. Merci. Tout est clair. On passe au vote. Qui est contre, qui s'abstient? Merci. C'est voté.
Point numéro 24, donc une motion présentée par Anne Rimbaud. Et il y aura 2 votes. Alors il s'agit d'une motion que nous avons décidé tous ensemble de prendre suite au mouvement des agriculteurs. Une motion de soutien aux agriculteurs face au Mercosur. Donc en voici le texte. Le conseil municipal appuie les agriculteurs dans leur lutte. Nous comprenons leur refus de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Notre commune rurale ne pourrait vivre sans ces paysans. Ce sont eux qui nous nourrissent et entretiennent le paysage, selon l'expression consacrée. Nous savons leurs difficultés économiques, nous reconnaissons leur travail, nous respectons leur engagement physique toute l'année, à toute heure, et parfois même cet engagement sans dimanche. Les arguments qu'ils défendent sont clairs, leurs exploitations sont déjà fragiles économiquement, et ce traité, en permettant l'importation de viande moins chère du fait de coûts de production inférieurs, avec des réglementations beaucoup moins contraignantes et sans droit de douane, puisque c'est un traité de libre-échange, générerait une concurrence déloyale. Par ailleurs, la viande importée sera soumise à peu de normes environnementales, et nous ne souhaitons pas que nos supermarchés soient envahis de bœufs de mauvaise qualité, préjudiciables à la santé des consommateurs. Une manifestation s'est tenue au rond-point de Beautilly. C'était en début de semaine, elle était totalement légitime. Ce mouvement défend une profession, mais aussi les citoyens que nous représentons. Par cette motion, nous exprimons notre total soutien au monde paysan. Voilà. Merci, merci, merci. Donc cette motion voilà, devra être transmise au préfet du département pour information et contrôle de légalité. Voilà, je rejoins bien sûr ce texte qui a été écrit. Nous sommes attachés depuis de nombreuses années, nous l'avons prouvé à de nombreuses fois que nous sommes attachés à se servir donc en denrées alimentaires en local. Nous défendons depuis longtemps, dans la mesure du possible, 100% bio et local. Ce n'est plus à démontrer, nous l'avons déjà évoqué. Là, nous appuyons ce texte de toutes nos forces et voilà, toute notre sympathie aux agriculteurs qui ont des vrais métiers voilà, difficiles et qui sont quand même à la base, hein, parce qu'il faut bien manger. Donc, voilà, s'il y a d'autres commentaires. Monsieur Gueffier. Oui, je me permettrai juste un petit commentaire. Évidemment, nous allons voter cette motion et soutenir nos paysans et nos petites exploitations. Je voudrais juste préciser qu'il ne s'agit pas là d'un soutien à certains gros syndicats d'agriculteurs qui ne font rien pour défendre ces petites exploitations et qui aussi réclament des assouplissements sur des normes sanitaires qui nous touchent tous. Merci. Et effectivement, nous sommes attachés à ce qu'on appelle l'agriculture paysanne. Donc, proposition de délibération. Le conseil municipal, vu le rapport présenté, après en avoir délibéré, décide d'abord d'accepter de voter cette motion. Donc, qui est pour accepter de voter cette motion? Merci. Unanimité. Nous allons passer donc au deuxième vote. Donc, décide de passer au vote de cette motion. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Qu'est-ce que tu fais? Ah oui, d'accord, ok. Effectivement, quand vous avez un pouvoir, vous levez les deux bras. Mais c'est ce qu'elle... On comptera, on fera la somme. Merci. Voilà, on en a fini des rapports. Le conseil n'est pas terminé, M. Dino. Vous restez là. Affaire du maire. Donc, moi, j'ai avant juste la communication des élus. Si vous avez préparé des choses, moi, je tiens donc à saluer l'arrivée parmi nous donc de M. Mersch Jean, notre nouveau directeur général des services,
qui va donc nous accompagner pendant quelques années pour le bien de la commune. Voilà. Communication des élus. Alors, est-ce qu'il y a des choses à annoncer? Zoé Pichon. Le prochain conseil des jeunes, c'est le 3 décembre. On n'a pas encore envoyé les communications, mais ce sera, enfin les convocations, mais ce sera cette date-là, à 17h. Voilà. Merci. D'autres choses? Juste. Ah, Eric a parlé de premier. Désolé. J'ai pas vu, M. Guettet. Pour revenir sur le point 10, sur l'hébergement d'urgence, effectivement, il y a une conférence de solidarité femmes vosgiaises, donc on avait la date, mais c'était l'horaire qui nous manquait. Samedi 30 novembre, et c'est à 9h30 à la salle des fêtes à Tizy. Conférence qui rentre dans le cadre, dans le dispositif la semaine du ruban bleu, qui est une action donc à l'échelle de la France, et qui sensibilise aux violences faites aux femmes. Comment les prévenir, les signes avant-coureurs et autres. Voilà, donc le 30 à 9h30 à la salle des fêtes. Merci. Je vais compléter sur ce point. On a quand même quelques infos sur ce sujet qui sont un petit peu effrayantes. On a 45% des femmes de 16 à 20 ans qui disent qu'elles ont subi des violences dans leur vie et qu'elles qualifient encore d'amoureuses. Tous les 3 jours, on a une femme qui est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint en France. On a un féminicide sur 5 qui concerne une femme de plus de 70 ans. Et puis, dans nos zones rurales, qui ne concernent que 30% de la population, on a pourtant 50% des féminicides. Donc ça nous concerne, c'est important de se renseigner, c'est important de savoir comment faire face à ces situations. Et je pense que cette conférence est extrêmement importante. Merci. En effet, aucun territoire n'est épargné. Hein. C'est pas une histoire de ville ou de campagne. C'est peut-être encore plus caché à la campagne. Bon, voilà. D'autres choses? Eh bien oui, d'autres choses, plusieurs dates à annoncer. 29 novembre, le Téléthon à Mardor. Comme M. Desmurger n'est pas là, je m'occupe de l'annoncer. Dans l'après-midi, concours de bolotte, la fameuse marche nocturne, et puis le soir, évidemment, saucisson patate, et puis quelques animations, buvettes et marché de Noël. Les enfants d'école, ils chantent. Le 6 décembre, on annonce... j'ai été coupé. Le 6 décembre, on annonce l'inauguration du centre socioculturel, évidemment, qui aura lieu à midi. Tout le monde est convié à cet événement. Et pour à 11h. Célébrer... 11h, pardon, excusez-moi. Afin de célébrer l'ouverture de ce lieu qui servira aux associations, qui est en train de se remplir, et tout ça est une bonne nouvelle. Le 7 décembre au Chaplard à la chapelle de Mardor, concert de Juzo. Ça a été reporté au 14. Et ben ça a été donc reporté au 14. Merci Marie-Noël. Qui suivent. Voilà. Et pour finir, et je vais essayer de ne pas dire de bêtises, le 8 décembre à Bourg-de-Tizy, Monsieur Fillon. Tout à fait, sur la commune de Bourg-de-Tizy, il va y avoir quand même plusieurs manifestations. Dimanche prochain, 1er, il y aura le repas de l'amitié pour nos anciens de la commune. Le 8 décembre, avec Bouti, l'association des commerçants. Le 8 décembre se fera à Bourg-de-Tizy. Et donc c'est le choix de l'association. C'est le choix de l'association. Voilà, d'alterner. Entre Tizy et Bourg-de-Tizy. Très bien. Et le 14 et 15 décembre, il y aura le marché de Noël à Bourg-de-Tizy. On aura encore les illuminations, la projection. Oui. Il y aura les projections à Bourg-de-Tizy, effectivement, le 8 décembre, oui. Comme l'année dernière à Tizy, avec une retraite au flambeau et... Financé par la commune, quand même. Oui, effectivement, la projection est financée par la commune, mais la fête est organisée par Bouti. Merci. Sur les autres communes?
C'est tout, tout est passé. Non. Marie-Noël, Marie-Noël, ah bah désolé. Un après. Je voulais dire que les rencontres citoyennes se sont très bien déroulées au mois de novembre, dans les 5 villages qui composent Tizy-les-Bourgs, et qu'on a eu des gens nouveaux, de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces rencontres citoyennes et qui viennent papoter, qui viennent voir de quoi il s'agit et donner leur avis et monter des projets. Et ça, c'est intéressant, évidemment. Et puis, des communes alentours qui commencent aussi à s'intéresser au concept et qui ont une oreille attentive à ce qu'on fait. Voilà. Très bien. Anne? Trop de bavard. Un petit point santé. On a pu installer début septembre un kiné et une orthophoniste en face de la trésorerie. Donc on pourra accueillir à l'ancienne poste à Bourg-Tizy 2 ostéopathes, dont une ostéopathe animalière et une ostéopathe pour les humains et un psychothérapeute début janvier. Alors avec Ludovic Cherpin, hier on recevait les professionnels de santé dans les traditionnelles rencontres qu'on a pu avoir avec eux depuis le début du mandat. On n'a pas de nouvelles extraordinaires à lancer, mais tout suit son cours. On avait notre promoteur de santé qui était là, qui continue à prendre contact et qui est plutôt content de voir que l'offre de santé s'agrandit et que plus on aura de professionnels de santé, plus on aura de possibilités d'attirer des médecins. C'est un peu ce que nous ont dit les professionnels qui étaient autour de la table et qui nous disaient que c'était, je dis pas de bêtises, depuis 28 ans qu'ils attendaient ce projet et que c'était la première fois qu'il y avait plusieurs réunions d'affilée où on parlait du même projet. Donc on aura déjà le mérite de la constance, et avec la constance, on va peut-être finir par y arriver. Voilà. Merci. D'autres choses? Oui. Ah, on était plus vite là cette fois. Vas-y, Anès. Oui, on a juste oublié un des événements courants d'art qui aura lieu du coup sur la commune de la Chapelle de Mardor, pas plus tard que demain, la traditionnelle soirée Beaujolais. Voilà, qui sera avec le groupe Les Témoins de la Java. Voilà. Très important, le Beaujolais nouveau, effectivement, qu'on fête aussi sur le secteur. À consommer avec modération, évidemment. Juste un petit message, le 16 novembre, le département du Rhône organisait sa première soirée des jeunes talents musicaux du département. Et à cette occasion, l'école de musique de Tizy-les-Bourgs, l'école de musique et de danse de Tizy-les-Bourgs, représentée par son directeur Mathieu Lebert, a reçu le prix de l'éducation artistique et culturelle. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle et ça salue ici le travail effectué par Mathieu et ses équipes dans la formation artistique et culturelle, la musique et la danse. On félicite en effet. On est tout bon? Autre chose? Tout petit point, mobilité très légère. L'accord va relancer donc les vélos en location Bicor Plus en fait proposés par l'accord. Donc la nouvelle en mars, il y aura des nouveaux, il y aura une relance des abonnements. Il y a encore des vélos disponibles pour mars. Donc pour ceux qui voudraient, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de l'accord parce qu'il y a encore des vélos. Pour aller sur Mars à vélo? Merci. Non, pas pour aller sur Mars. Merci. Je pense qu'on a épuisé tous les thèmes. Voilà. Vous avez tout dit, j'ai pas besoin de rajouter. Donc la séance est levée à 21h13. Je vous propose le verre de l'amitié. Je vous remercie et pensez à venir signer le procès verbal donc, de la séance précédente. Merci.